Bienvenue dans le labyrinthe d'horreur. Ici, chaque vérité dérangeante devient une porte qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et ce qu'il y a derrière n'est jamais ce qu'on croit. Ce soir, préparez-vous à plonger dans deux histoires vraies françaises où la réalité dépasse les pires scénarios de fiction. Imaginez, croire qu'un proche part simplement pour changer de vie, alors que ce départ est un mensonge total. Ou pire encore, être assassiné en moins de 90 secondes, au milieu d'une foule, dans un lieu public, sans que personne ne voie quoi que ce soit. Ces drames ne sont pas des inventions, ils sont arrivés, ici, en France. Et ils continuent de hanter les esprits. Installez-vous, éteignez la lumière, l'histoire commence maintenant. Pourquoi sommes-nous si fascinés par les crimes réels ? Peut-être parce qu'ils nous confrontent à ce que notre esprit refuse d'admettre, le chaos, l'injustice, l'horreur humaine à l'état pur. Le true crime, c'est le reflet de nos propres peurs, de ce qui pourrait arriver si les barrières sociales s'effondraient. D'un côté, un crime parfait, un mystère total commis en plein métro parisien et jamais résolu. De l'autre, un drame domestique, atroce et silencieux, qui a coûté la vie à une enfant de 13 ans. Deux visages d'un même cauchemar, deux démonstrations glaçantes de ce qu'un être humain peut faire à un autre, quand plus aucune limite n'existe. Ces récits sont difficiles, mais il est essentiel de s'en souvenir, pour les victimes et pour comprendre les failles de notre monde. Nous sommes le 16 mai 1937. Paris bouillonne, l'Europe est au bord du gouffre et la tension politique est palpable à chaque coin de rue. Il est 18h30. Une jeune femme élégante de 29 ans, Laetitia Tourault, monte dans un wagon de première classe à la station Porte de Charenton. La rame est bondée, mais dans ce compartiment précis, elle est seule. Le train s'élance dans le tunnel sombre en direction de la station suivante, Porte Dorée. Le trajet ne dure qu'une poignée de secondes. À peine 80 pour être exact. 80 secondes entre la vie et la mort. Quand les portes du wagon s'ouvrent à nouveau sur le quai de Porte Dorée, les voyageurs qui attendent découvrent une scène d'horreur absolue. Laetitia Tourault est affalée sur la banquette, inerte. Un couteau est planté profondément dans sa nuque. La lame, une sorte de stylet fin et discret, a été enfoncée avec une précision chirurgicale, sectionnant la moelle épinière et provoquant une mort instantanée. Aucun cri, aucune lutte, personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu, ni l'agresseur, ni quelqu'un qui serait monté ou descendu du wagon en marche, ce qui est matériellement impossible. L'assassin a frappé dans un train en mouvement, en un temps record, avant de se volatiliser comme un fantôme. L'affaire devient immédiatement une énigme nationale. Comment un meurtre aussi audacieux a-t-il pu être commis dans un lieu aussi public sans le moindre témoin ? Les enquêteurs de la brigade criminelle, menés par le célèbre commissaire Belin, se lancent dans une enquête qui va rapidement devenir un véritable casse-tête. Ils commencent non par fouiller la vie de la victime, et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Laetitia Tourault n'était pas seulement la jeune ouvrière qu'elle paraissait être. Elle menait une existence double, triple, peut-être même quadruple. Le jour, elle travaillait dans une usine de chaussures, une employée modèle. Mais la nuit, elle se transformait. On la voyait dans les bals populaires, mais aussi dans des cabarets plus chics. Elle était également la maîtresse d'un médecin influent. Plus troublant encore, elle travaillait comme informatrice pour une agence de détectives privés dirigée par un certain Robert Darzac. Son rôle ? Infiltrer des milieux suspects, recueillir des informations, jouer les appâts. Mais pour qui ? Et dans quel but ? Le mystère s'épaissit encore quand son nom apparaît dans des dossiers liés à la Cagoule, une organisation clandestine d'extrême droite, violente et secrète, qui complotait pour renverser la République. Laetitia aurait-elle été une espionne pour eux ou contre eux ? Les pistes se contredisent. Certains documents suggèrent qu'elle aurait aussi approché des cercles antifascistes italiens en exil à Paris, ennemi juré de Mussolini. Les enquêteurs explorent toutes les hypothèses. S'agit-il d'un règlement de compte politique ? A-t-elle été éliminée parce qu'elle en savait trop ? Était-elle un agent double démasqué ? Ou alors le mobile est-il plus simple, plus personnel ? Un crime passionnel commis par un amant jaloux et éconduit qui aurait profité du chaos ambiant pour maquiller son geste ? Chaque piste mène à une impasse. Les années passent, la guerre éclate et l'affaire Tourault est mise de côté. En 1962, 25 ans après les faits, une lettre anonyme est envoyée à la police. L'auteur prétend que l'assassin était un ancien amant
de Laetitia, qui l'aurait tuée par jalousie avant de s'engager dans la Légion étrangère. Mais cette lettre n'apporte aucune preuve concrète, aucun nom, aucun visage. Elle ne fait qu'ajouter une couche de mystère supplémentaire à une affaire déjà insondable. Aujourd'hui encore, le meurtre de Laetitia Tourreau reste un mystère absolu, l'un des plus grands de l'histoire criminelle française. Un crime parfait, commis en 80 secondes, qui continue de fasciner et de défier toute explication logique. On quitte le Paris des années 30 et son atmosphère d'espionnage pour basculer dans elle, une des tragédies les plus insoutenables de notre époque. Un drame qui ne s'est pas déroulé dans l'ombre d'un complot politique, mais à huis clos, derrière les murs d'une maison ordinaire. L'histoire d'Amandine Flores. Quand on regarde ses photos, on voit une petite fille de 13 ans, au sourire doux, des yeux pétillants. Une enfant décrite comme vive, brillante, pleine de vie, mais ce sourire s'est éteint, lentement, dans une spirale de cruauté inimaginable. Tout bascule après la séparation de ses parents. Amandine devient alors le bouc émissaire de sa propre mère, Sandrine Pissarra, et du nouveau compagnon de celle-ci. Ce qui commence par des punitions et des brimades se transforme peu à peu en un calvaire quotidien. Les voisins commencent à s'inquiéter. Ils voient la petite fille sortir de moins en moins et quand ils l'aperçoivent, elle est méconnaissable. Maigre, le visage creusé, les vêtements sales, le regard vide. Silencieuse. L'école, son seul refuge, tire la sonnette d'alarme. À 3 reprises, des signalements sont faits auprès des services sociaux. Les enseignants notent des traces de coups sur son corps, des brûlures et une faim qui semble la dévorer de l'intérieur. Mais la machine administrative est lente, complexe, défaillante. Les dossiers se perdent, les alertes ne sont pas traitées avec l'urgence qu'elles nécessitent, les décisions tombent à côté. Personne ne semble prendre la mesure de l'horreur qu'Amandine est en train de vivre. Au collège, où elle est interne, la semaine, ses camarades de classe remarquent son comportement étrange à la cantine. Elle mange avec une voracité désespérée, comme si chaque repas était le dernier. Et pour cause, à la maison c'était le cas. Elle était privée de nourriture, systématiquement. Le peu qu'elle mangeait au collège devait lui permettre de survivre au week-end. Puis vient le confinement de mars 2020. Pour des millions de personnes, c'est une épreuve. Pour Amandine, c'est une condamnation à mort. L'école, sa seule bulle d'oxygène, ferme ses portes. Elle se retrouve piégée 24 heures sur 24 avec ses tortionnaires. L'enfer devient permanent. Elle est enfermée des jours entiers, parfois nue, dans un débarras sans lumière ni fenêtre. Elle est privée de nourriture, surveillée par une caméra pour s'assurer qu'elle ne vole pas une miette. Elle subit des punitions d'une cruauté sans nom, des humiliations constantes destinées à la briser, à la rabaisser, à l'anéantir. Son corps, affamé et épuisé, finit par lâcher. Le 6 août 2020, Amandine s'éteint. Elle a 13 ans. Elle pèse 28 kilos, le poids d'une enfant de 8 ans. Le procès, qui s'est tenu en 2025, a mis en lumière cette mécanique de haine, de sadisme, mais aussi l'aveuglement collectif qui a permis à ce drame de se produire. La mère a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le beau-père à 20 ans de prison. Mais au-delà des peines, cette affaire soulève une question terrifiante qui nous hante tous. Comment une enfant peut-elle mourir de faim et de coups dans un pays comme la France, après autant de signaux d'alerte ignorés? Ces deux histoires, si différentes dans leur contexte et leur nature, nous renvoient pourtant à la même vérité glaçante. L'horreur ne vit pas seulement dans les ombres, dans les films ou les romans. Elle vit dans notre quotidien. Elle peut se cacher dans un wagon de métro bondé ou derrière la porte d'une maison qui semble tout à fait normale. Laetitia et Amandine, chacune à sa manière, nous rappellent que la violence peut prendre 1000 visages. Elle peut être mystérieuse, politique, froide et calculée, ou alors intime, domestique, lente et monstrueuse. Leurs histoires nous obligent à regarder en face la part la plus sombre de l'humanité, mais aussi les failles de notre société. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Laquelle de ces deux affaires vous a le plus bouleversé et pourquoi ? Avez-vous une théorie sur le meurtre non résolu de Laetitia Tourreau ? Était-ce un crime politique, passionnel ou autre chose ? Et que pensez-vous des défaillances institutionnelles qui ont conduit à la mort tragique d'Amandine ? Partagez vos pensées dans les commentaires. C'est en parlant de ces drames que nous honorons la mémoire des victimes et que nous nous assurons qu'elles ne seront jamais oubliées.
Si ce genre d'enquête sombre et profonde vous intéresse, abonnez-vous à Labyrinthe d'horreur, laissez un like et partagez cette vidéo pour que ces histoires continuent de vivre. Merci d'avoir bravé l'obscurité avec nous ce soir. À bientôt, dans un nouveau dossier.